On part, là, c'est parti. Ben c'est déjà en tant que tel, ça roule. Je vais prendre un selfie parce que j'oublie toujours de prendre un selfie, puis je veux le faire, puis ça va être la photo de couverture sur Instagram. On va faire ça. Fait que salut! Bonjour! Gabriel, je vais te tutoyer, t'appeler Je pense qu'on Gabriel. peut faire ça. En passant, on est chez Ernest, je voulais dire ça. On est chez Ernest, qui est dans ton La comté. Plaza Saint-Hubert. Plaza Saint-Hubert. Beau milieu de ma circonscription. Oui, c'est une belle rue, c'est vivant. Tu as annoncé récemment que tu ne te représenterais pas aux élections de 2026 et que tu quittais ton poste comme co-porte-parole. C'est un petit peu la fin d'une étape pour toi. Ouais. Tu as pris un moment quand même dans les derniers mois pour prendre un peu de recul, je pense, prendre du temps pour toi, pour ta famille. Tu as 2 jeunes filles en bas âge. Écoute, Gabriel, ma première question pour toi, c'est comment tu vas? Je vais bien. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pris un été aussi relax que ça, des vacances, des vraies vacances, donc ça comme ça, pour passer du temps avec la famille. Merci beaucoup pour le bon café. Double allongé, c'est lui ici. Santé. Santé, mon gars. Très content, merci de prendre le temps en passant. Donc, une petite semaine au Parc national du Mont-Tremblant. OK. Une petite semaine à Sandbanks, en Ontario. Ben, on essaie depuis 3 aller aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais on avait envie d'avoir un peu de plage avec les filles. Ouais. Donc, 2 petits voyages comme ça, très simples. Et elles vont bien, les filles? Elles vont super bien. Franchement, ça va avoir l'air super cliché, mais tu sais, quand tu as des enfants, là, la priorité de toutes les priorités, ça devient vraiment, tu sais, leur santé, leur développement. Puis quand ça va bien, tu te dis, le reste des pépins de la vie, ça s'organise. Ça devient comme ça. Weekend manage, comme on dit. Alors que c'est ça, la santé des filles va bien. Donc, Très content, parce que toi, t'as 33, c'est ça? J'ai 35. 35, tu vois, t'as l'air encore plus jeune que ça. Moi, j'ai 28 ans, puis là, ma gang de chums, tu vois, on a eu 4 bébés dans la dernière année et demie, fait qu'on est pas mal, on est dans l'âge, c'est ça. Fait que bien content que t'aies bien maintenant, je trouve ça, honnêtement, je vais mieux en ce moment sur le plan personnel que ça n'a pas été depuis très longtemps. Très content d'entendre ça, très content d'entendre ça. Nous, on s'est connus au hockey Cosum. Ouais. Première affaire, il y a une ligue parlementaire les mercredis soirs avec des élus, des employés politiques. Ouais. Décris-moi en tant que joueur de Cosum, faut ça le plus honnête possible, avec le positif autant que le négatif, puis je vais faire pareil par après. Ouais. C'est bon? Tu couvres beaucoup d'espace, c'est très intense. On te voit quand tu es là, on t'oublie pas. Il y a des joueurs au hockey, tu te dis, ils sont sur la glace, mais on les voit pas. Toi, c'est le contraire. Il se passe tout le temps quelque chose quand tu as la rondelle. Ouais, assez habile aussi avec les mains. Peut-être que tu joues la tête basse un petit peu. Oui. Des fois, je pense qu'il y a des options que tu vois pas parce que tu veux tricoter entre 2 joueurs, puis des fois, en levant la tête, tu verrais peut-être un coéquipier. Mais, fait qu'un peu la tête basse, mais pour le reste, quand même, tu te débrouillais vraiment pas mal. Ben, je te relance les beaux compliments. Je t'ai vraiment trouvé solide. Moi, j'ai pas de talent, j'ai juste bien de l'énergie, c'est ça la T'as tout un snapshot, on s'entend, là. Moi, Pas à pire. chaque fois qu'on jouait, on te laissait 1 pouce d'espace, puis elle partait bien. Là. Ouais, ben, j'ai. Joues-tu au-delà de cette ligue-là? Tu joues-tu ailleurs? Je joue pas vraiment au hockey sur glace, c'est-à-dire que je joue avec des amis, on va à patinoire, on se fait des games, mais je joue pas de manière. Je suis jamais joué dans des ligues au hockey sur glace. Mais au hockey Cosum, j'ai eu une ligue dans le passé. C'était à Longueuil, c'était bien le fun, on s'amusait. Puis c'est à Québec où je vais encore. Fait que j'ai toujours, parce que depuis peut-être 7-8 ans, de jouer au moins 1-2 fois semaine au hockey Cosum, j'aime bien ça. Je pense que j'assouvis des choses là-dedans que je n'assouvis pas dans ma vie ordinaire. Puis ça fait sortir ça défoule énormément, c'est magnifique. C'est ça. T'es un grand fan du Canadien aussi, on va t'avouer, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité d'un début de saison que celui qui s'en vient. Tes impressions, comment tu te sens? On est à quelques semaines Je partage ton excitation, puis je pense que pour notre génération, on est à peu près de la même génération, pour notre génération de partisans, c'est magnifique ce qui se passe. T'sais, nous, on n'a jamais vraiment connu... on n'a définitivement jamais connu les années glorieuses du Canadien. 93, on n'était pas là ou trop jeune. Puis un Canadien, une équipe qui se construit comme ça sous nos yeux. Puis c'est comme si brique par brique, on voit se construire une formation qui va être excitante pendant des années. C'est comme dans ma vie de partisan, la première fois que je vois ça, j'ai jamais été aussi optimiste. C'est pas un one-shot deal comme l'année en pandémie qu'on se disait, la division canadienne et tout. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe avec un coach qui est charismatique, qui est francophone, qui communique bien. Donc, je suis terriblement excité. Il reste comme des points d'interrogation. C'est notre ligne de centre. Qui va jouer au centre. Le développement de certains défenseurs qui restent quand même à Randbacker notamment, à comme confirmer. Mais il y a une trajectoire qui est intéressante, qui est belle, qui est enthousiasmante. Puis c'est la première fois que je peux vraiment dire que j'ai confiance
je pense que dans la direction de l'équipe, Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis, ils ont vraiment tissé un lien de confiance avec les partisans. Le monde a acheté le plan. Ça fait mentir. Beaucoup de gens qui disaient qu'à Montréal, on ne serait jamais capable de vivre une reconstruction. Je suis content. Donc, moi, je trouve la fanbase, comme on dit, a accepté ce plan-là. Tout le monde embarque. C'est quoi? C'était excitant. Puis j'entends personne dire cette année, on va aller faire. On s'en va gagner la coupe. Tout le monde comprend, non, c'est une étape à la fois. On a fait les séries, on veut refaire les séries. Idéalement. Un petit peu plus loin. Puis, fait qu'il y a comme un bel. Il y a une belle. Puis, honnêtement, Montréal est une plus belle ville. Quand le Canadien gagne. Quand le Canadien va bien, quand le Canadien est sur une trajectoire gagnante. Ça rajoute quelque chose. À Montréal et au Québec en général, ça nous regroupe aussi. Tout le monde, Ça fait des belles soirées avec les chums aussi, avec une bière. Oui, absolument, absolument. Moi, ça fait, comme on disait, 8-9 ans que tu es élu, pratiquement l'équivalent que tu es co-porte-parole. Mettons qu'on prend un pas de recul sur tout ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toutes ces années-là? Si tu avais à nommer, mettons, une chose là, pour laquelle tu es vraiment fier. Ce dont moi je suis le plus fier, c'est que j'ai vraiment l'impression, à chaque étape de presque cette décennie-là, d'être resté fidèle à mes valeurs, à mes principes, aux raisons comme profondes pour lesquelles je me suis engagé en politique. Tu fais de la politique, en plus quand tu es leader ou chef d'un parti, tu es appelé à intervenir dans 1001 dossiers sur une base quotidienne, à commenter 1001 affaires. J'ai fait des erreurs, je me suis mis les pieds dans les plats, il y a des choses que je referais différemment, mais globalement, j'ai jamais l'impression de m'être trahi. Ça, c'est quand même précieux parce que je pense que ça guette les hommes et les femmes politiques beaucoup, puis je pense que ça peut être dur à vivre après. Moi, je quitte vraiment avec le sentiment d'être resté intègre, d'être resté moi-même, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, mais il y a ça, puis je dirais peut-être un geste concret, l'offensive qu'on a. Moi, quand je suis arrivé en politique, la crise du logement, on essayait d'en parler, et je me rappelle, on avait l'impression de prêcher dans le désert. Moi, je me rappelle de conférences de presse, là. Même après 2018, on est 10 députés, on fait un point de presse dans un caucus, on dit là, la crise du logement, c'est terrible, ça s'en vient, il n'y a pas de journalistes. Mais littéralement aucun. Pas juste au niveau du gouvernement, au niveau du monde politique en général, les gens non seulement il n'y avait pas vraiment de réponse de la part du gouvernement, mais dans l'espace public, dans le débat politique, le sujet de la crise du logement, c'était invisible. Et je vivais ça comme très frustrant parce que nous, ici, dans le quartier, il y avait déjà la gentrification, les évictions, les problèmes, les hausses de loyer. On arrivait à Québec, puis c'est comme si le débat politique ne s'intéressait pas à la question du logement. Puis dans les 2-3 dernières années, il y a eu bien des remous à Québec solidaire, mais malgré ça, je pense que ce parti-là a vraiment contribué à faire au moins exister ce sujet-là dans le débat, parce qu'on a forcé les autres partis puis le gouvernement à poser des gestes, puis à bouger sur leur position initiale. Pour moi, ça a culminé quand on a réussi à force de maintes et maintes rencontres et arguments, à faire vraiment bouger la CAQ sur la question de la protection des aînés contre les évictions sauvages, ce qu'on a appelé la fameuse modernisation de la loi Françoise David. Avec Mme Duranceau. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'observateurs politiques qui auraient mis 10$ sur le fait qu'on allait convaincre le premier ministre et la ministre du Logement de changer de position là-dessus, puis on y est arrivé. Fait que ça change pas le monde. Mais c'est des gains concrets, c'est des gains tangibles. C'est des gains tangibles. Et quand je me rappelle d'où on est parti, je me dis quand même, on a travaillé fort pour qu'au moins la question du logement existe, puis qu'on force la présence de cet enjeu-là, puis quelques gestes concrets de la part de la CAQ. Il reste encore bien des affaires à faire pour régler la crise du logement, mais ça, je suis fier de ça. Oui. Ça, c'est une autre question que j'avais pour toi. Tu as dit que tu voulais faire de Québec solidaire un parti plus pragmatique. C'est un parti de gouvernement. Est-ce que, selon toi, depuis cette conférence de presse-là, est-ce que, selon toi, le parti a cheminé en ce sens-là? Est-ce que tu penses que ce parti-là peut aller plus loin en fonction de ce que tu as déjà dit dans le passé? Moi, j'ai toujours cru que Québec solidaire avait ce potentiel-là. Puis je depuis que tu es arrivé? Oui, j'ai toujours... Dès le début? Moi, j'arrive dans ce parti-là en 2017 en me disant, ce parti-là a ce potentiel. OK. Et aujourd'hui, je pense que ce potentiel-là, il existe encore. Mais est-ce que ce potentiel-là va se concrétiser ou pas? C'est ça va dépendre que les choix, ça va dépendre des choix que les militants, que les militantes, que les députés, que la direction du parti vont faire. Hein? Il n'y a pas comme un grand livre de la vérité politique dans lequel ces choses-là sont écrites. Ça dépend des choix que les partis font. Et toi, tu as essayé Moi, j'ai essayé, puis moi, j'ai fait des propositions qui allaient dans ce sens-là parce que c'est ce que je pensais qui était la bonne chose pour le Québec, puis pour ma famille politique. Puis après ça, là, je quitte, fait que je laisse les gens qui
qui ont décidé de continuer à mener ces débats-là. Mais oui, le potentiel, il va toujours être là. Puis c'est maintenant la balle est dans les mains des gens qui sont encore là, qui militent à Québec solidaire, puis qui vont faire ces choix-là. On a appris récemment que tu avais devenu critique en éducation pour ta dernière année. Ouais. Ça, ce qui est quand même chouette, j'imagine. C'est un beau défi. J'imagine que ça te donne une nouvelle énergie alors qu'on approche de la rentrée parlementaire. Ouais. Tu penses quoi d'où on en est au niveau de l'éducation au Québec présentement et dans cette prochaine année-là? Vers quoi est-ce que tu veux l'amener? Bon, d'abord, je veux dire que, en effet, je suis vraiment très content de consacrer. C'est un dossier que ça va être. C'est la dernière année de ma carrière politique. Ouais. C'est pas rien. Non. C'est un gros 10 ans de ma vie. Puis de terminer ça sur l'enjeu qui a toujours été le plus cher à mon cœur depuis 2012, pour moi, c'est très significatif. Tu sais, souvent, les chefs de parti, les porte-paroles, quand ils quittent complètement. Moi, j'ai fait un choix un peu original de quitter, mais de terminer mon mandat de député. Ouais. Fait que c'était une année qui aurait pu être un peu inconfortable ou délicate pour moi. Genre dans le flou. Exact. Fait qu'au lieu de me tourner les pouces ou au lieu d'être juste mal à l'aise tout le temps, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait du sens pour moi pour conclure cette décennie-là d'engagement politique? J'y ai pensé une bonne partie de l'été. J'ai appelé Ruba et Guillaume au milieu de l'été, au mois de juillet. J'ai dit, écoutez, je sais que vous attendez de mes nouvelles à savoir un peu ce que je veux faire pour la prochaine année. Okay. Moi, je vous offre ça. Je vous offre de contribuer de cette manière-là, de m'occuper de l'éducation pour la prochaine année. Je vais le faire à ma manière. Je vais le faire avec la nouvelle réalité qui est la mienne. Je suis un père de famille de 2 jeunes enfants. Tu veux avoir plus de temps pour toi. C'est ça, je serai plus autant hyperactif que je l'étais. Mais à l'intérieur de ça, moi, je vous offre de contribuer comme ça à l'équipe, de conclure ce chapitre-là de ma vie en revenant un peu à mes premiers amours. Ils m'ont dit, Gabriel, ça nous fait plaisir. Ils m'ont donné cette responsabilité-là. Fait que je suis très content de ça. Maintenant, pour répondre à ta question, où on en est, je pense qu'on est dans un moment qui est important et qui est même critique. Les prochaines années vont être des années extrêmement compliquées sur le plan de la gestion des finances publiques. Donc, il y a un déficit important. Et là, on pourrait faire des éditoriaux sur comment on est arrivé là. C'est la faute de qui, comment on est arrivé là. Mais au fond, c'est-à-dire, peu importe, il est là. Il est là. Où est-ce qu'on s'en va? Et moi, ma priorité, c'est de m'assurer que l'éducation publique ne soit pas la victime de cet état difficile des finances publiques. On ne peut pas se permettre des coupures en éducation au Québec. Les écoles publiques se sont à peine remises des coupures libérales des années 2015. On ne peut pas voir ça à nouveau. Moi, c'est la priorité que je me donne. On a 7 mois d'ici le prochain budget. Ouais. Moi, je vais vouloir me mobiliser avec les parents, avec les citoyens, avec le monde déjà qui croit à l'école publique pour qu'on érige un rempart et qu'on empêche le gouvernement en place et les prochains gouvernements et le gouvernement qui va être élu dans 1 an d'atteindre l'équilibre budgétaire sur le dos de l'école publique. C'est l'institution par excellence de l'égalité des chances au Québec. Ouais. C'est ce qu'on s'est donné comme société pour faire en sorte qu'on naisse dans une famille riche ou pauvre, on ait le plus possible, et là c'est un gros idéal, mais le plus possible des chances similaires de réussir notre vie. Enlever des orthopédagogues, enlever des services aux élèves en difficulté, je veux dire, on ne peut pas faire ça au Québec. Moi, c'est simple, mais c'est la grosse priorité que je me donne pour ma dernière année en politique. OK. Je vais vouloir que tu me donnes un seul mot pour décrire chacun de ces élus-là, en commençant par François Legault. François Legault... Juste pour que tu saches, quand je lui ai parlé à M. Legault il y a à peu près quelques mois de cela, je lui ai demandé de choisir entre Paul Saint-Pierre Plamondon et GND. Je veux pas savoir. Qu'est-ce qui... Non, je te jure, il a choisi GND sans même réfléchir, puis il a été très positif. Il a eu de très bons mots à ton égard. Ben moi, de toute façon, je vais te laisser défiler ta liste, mais je vais dire juste des positifs. Mais de toute façon, je pense que les noms, c'est juste du monde. Juste du monde avec qui je suis toujours d'accord. Exact, parfait, je suis certain. Fait que je vais juste dire du positif, comme ça, de toute façon, ça ne tente plus les chicanes chetanées. Fait que François Legault, c'est un homme très drôle. C'est un des adversaires avec lequel j'ai le plus ri. Puis on a un humour même qui se ressemble, un peu niaiseux, un peu déplacé. Donc, parce que vous avez eu des prises de bec quand même, t'as traité de woke et de l'autre bord. Oui, on a eu des grosses prises de bec. Le chef de Québec solidaire nous parle de Maurice Duplessis. Il n'était pas un woke comme le chef de Québec solidaire. Si le premier ministre veut faire descendre le niveau du débat dans les égouts, il peut le faire. Je ne le suivrai pas, M. le Président. Mais c'est un homme drôle, c'est un homme sympathique. Il y a des moments plus informels où on a vraiment
où on a vraiment déconné ensemble. D'ailleurs, François Legault est toujours très drôle au souper de la Tribune de la Presse, qui est l'espèce de soirée informelle où politiciens et journalistes se rencontrent, puis où les politiciens font des speeches humoristiques. Puis lui et moi, on apprécie beaucoup toujours nos discours respectifs, parce que les deux, on aime bien l'humour assez tough et corrosif, surtout envers notre propre gang. Ouais, un peu d'autodérision. Exact. C'est toujours bon. Paul Saint-Pierre Plamondon, en un mot? Intelligent. Paul est un homme très intelligent. Cultivé aussi, c'est un gars qui a fait des études, qui a réfléchi à ses affaires. Ouais, c'est un homme intelligent, c'est certain. Simon-Jolin Barrette? Travaillant. J'ai été leader parlementaire, moi, vis-à-vis Simon-Jolin Barrette pendant toute la pandémie et même un peu avant, un peu après. C'est un bourreau de travail. Moi, c'est une qualité que je respecte beaucoup chez les gens. Les gens qui travaillent fort, prennent rien pour acquis. Puis c'est un ministre qui, quand il dépose un projet de loi, il le connaît. Je ne veux pas dire que certains ministres qui connaissent moins leur projet de loi. J'oserais jamais dire... On reste dans le positif. J'oserais jamais dire une telle chose parce qu'on reste dans le positif. Mais Simon, c'est un gars qui travaille ses dossiers, qui les connaît. C'est un adversaire coriace, mais documenté. Puis moi, j'ai toujours apprécié mes échanges avec lui. Justin Trudeau. C'est un campaigner redoutable. C'est vrai, Je pense qu'il était d'ailleurs bien meilleur campaigner que gouvernant. Il y a des gens aussi qui ont le profil inverse, des gens qui sont très bons pour gouverner, mais qui, en campagne sont un peu tièdes. Ouais. Quand même, Justin Trudeau, on dira ce qu'on voudra. Combien de fois est-ce que les gens ont prédit qu'il ne gagnerait pas, qu'il se planterait, et il a fait mentir souvent les pronostics. Ouais. Ce qui a peut-être d'ailleurs creusé sa propre tombe, parce que... Et peut-être qu'il a eu même un peu trop confiance en lui à la fin. Exact. C'est ça que je voulais mais dire. Oui, un campaigner redoutable. Absolument. Qui a fait mentir les analystes quand même à plusieurs reprises. Oui, là, je le vois se promener avec ses enfants en voyage. J'ai jamais été un non, moi non plus, de mais lui. Il faut y accorder ça. Oui, puis je trouve que c'est le fun de le voir avoir du plaisir, puis de voyager avec ses enfants. Manon Mancé. Manon Mancé, c'est... En un mot, c'est dur. Je pense Manon Mancé, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour des gens autour d'elle. C'est l'amour du Québec, c'est l'amour des gens. Manon, c'est la plus belle relation professionnelle, la plus belle relation politique de ma vie. C'est ma plus grande amitié dans toute ma vie de militant, dans toute ma vie d'homme engagé. Elle m'a tellement appris, elle m'a transformé. Le Gabriel Nadeau-Dubois d'aujourd'hui, puis celui de 27 ans quand il est rentré à Québec solidaire, c'est plus la même personne. Puis le facteur qui m'a le plus transformé, c'est pas les points de presse, les périodes de questions, les débats des chefs, c'est de côtoyer une femme comme Manon Mancé et d'apprendre à écouter, à être présent pour les gens, à être ouvert. Ça va rester avec moi pour toute ma vie. J'espère qu'elle va voir passer ce passage-là parce que je suis convaincu qu'elle va être très contente de t'entendre dire ça. Moi, je l'ai croisée, j'étais avec le ministre Carman. On l'a croisée une fois et on n'oublie pas. Ah, écoute. Manon, c'est ça. Sur le dossier de l'itinérance, entre autres, qu'on a beaucoup travaillé avec elle, je l'ai vraiment trouvé fantastique et très authentique, très vrai. René Lévesque? Oh mon Dieu, c'est tellement un monument. En un mot, quoi dire sur René Lévesque? Un monument? Oui, monument, même si c'est peut-être un peu convenu. Oui, un homme qui a inspiré un peuple en entier. Puis qui souvent, je vois. Tout le monde se reconnaît dans René Lévesque. Puis des fois, on a l'impression que les politiciens veulent l'instrumentaliser. Puis tout un peu se l'approprier. Mais au fond, ça part de la puissance du personnage aussi. C'est pas, je pense, mal intentionné de la part des politiciens. C'est que peu importe la famille politique auquel les gens appartiennent, il y a une puissance dans ce personnage-là qui fait qu'on a tout un peu envie d'aller et même lui, il a cheminé politiquement. Oui, même lui, sûr. il a cheminé beaucoup politiquement. Fait que on peut aller chercher des parties de sa carrière. On a tout quelque chose à apprendre de lui. Je pense que c'est ce qui fait qu'autant d'hommes et de femmes politiques s'en réclament. Catherine Dorion. Originale. C'est une femme profondément originale. On a eu nos différences, c'est certain, puis c'est bien connu. Oui, c'est ça. Mais une femme profondément originale qui amenait quelque chose d'unique, qu'on n'a pas vu depuis en politique, puis qu'on reverrait peut-être même jamais. Au printemps 2024, on en a un petit peu parlé tantôt. Tu sortais en mêlée de presse pour dire Québec solidaire doit être un parti plus pragmatique, doit être un parti qui peut gouverner. Moi, je crois qu'il faut que Québec solidaire devienne un parti de gouvernement et ça impose, oui, certains changements selon moi. Qu'est-ce qu'il fallait changer, selon toi, à ce moment-là pour faire de Québec solidaire un parti qui était plus pragmatique et plus prêt à gouverner? C'est une grosse question. Ça couvre beaucoup de choses, cette expression-là que j'ai choisie à ce moment-là. Puis au fond, l'expression est moins importante que ce que je voulais dire. Puis ce que je voulais dire, c'est on venait de traverser beaucoup de
de crise interne, de débat interne. Puis ma volonté, c'était de dire, peut-être qu'au-delà de tous ces débats-là, puis dans les médias, beaucoup de gens réduisaient ça à des conflits aussi de personnalité. Ouais. Puis moi, j'avais envie de dire, au-delà de ces conflits de personnalité-là, je pense qu'il y a des questions politiques profondes à se poser sur ce qui est puis ce que doit être Québec solidaire. Puis j'avais l'impression que ces débats-là, on les avait peut-être mis sous le tapis un peu longtemps. Puis j'avais envie de dire, là, il faut se les poser. Et je pense que j'aurais pu le faire plus tôt, cet appel-là. Parce que là, je l'ai fait dans un contexte où il y avait déjà beaucoup de tensions. Ouais. Je pense que ça n'a pas été très bien reçu. En tout cas, certains... À le refaire, tu le referais je le referais un petit peu plus tôt. Parce que c'est toujours ce que j'ai pensé. C'est ça, parce que t'es rentré, comme tu disais tantôt, t'es rentré en politique en pensant ça. Et je ne l'ai jamais caché. Mais là, je l'ai dit avec une certaine clarté. Ouais. Puis j'aurais pu avoir cette clarté-là plus tôt, juste pour que le débat se fasse dans des meilleures circonstances. Puis c'est des débats qui vont se poursuivre là, au parti. C'est des débats que tous les partis de gauche se posent cette question-là. Hein. Oui, on veut contester l'ordre établi, on veut changer les choses en profondeur. En même temps, on veut un jour former le gouvernement. Puis c'est pas un ou l'autre, c'est comme une... Il y a plein de degrés, il y a comme des teintes de gris. Ouais. Il y a un équilibre à en trouver entre ça. Moi, j'avais mon idée de quel était cet équilibre-là. Ouais. Il y avait d'autres avis au sein du parti aussi. Qui étaient ailleurs sur ce spectre-là. Exact. Puis ces débats-là vont continuer. Moi, Tu crois que ce parti-là peut gouverner le Québec un jour? Comme je te disais tantôt, je pense que ce parti-là en a le potentiel. Ouais. Et après ça, est-ce que ce potentiel-là va se réaliser ou pas? Bien, ça, c'est les membres, c'est les porte-paroles, c'est les députés qui vont prendre des décisions. C'est ces décisions-là qui vont décider est-ce que le potentiel se réalise ou pas. De toute évidence, en ce moment, on n'est pas encore là. T'sais. Non, c'est ça. Je veux revenir sur la sortie de ta collègue et je pense bonne amie, Christine Labrie, qui elle également a annoncé aussi qu'elle ne se représenterait pas en 2026. En entrevue, elle a dit que les militants de gauche avaient des attentes irréalistes, que c'est drainant. Dans la foulée de ta propre annonce, comme quoi tu ne te représenterais pas en 2026, tu as dit toi-même que tu étais usé, puis tu as envoyé un petit peu un message aux militants en disant qu'il faut arrêter de s'écouter entre nous, les militants, justement, les élus, les députés. La question est simple. C'est quoi l'enjeu avec les militants Québec solidaire? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Un parti qui a une force militante, c'est une force. Puis ça doit le demeurer. C'est une force parce que ça permet de faire mentir des sondages dans des circonscriptions où on est où ces partis-là sont à quelques points de perdre. Puis souvent, c'est le travail de terrain qui va te donner le petit quelque chose qui manque pour aller gagner des circonscriptions. Puis beaucoup des circonscriptions à Québec solidaire ont été gagnées comme ça. Donc, moi, je refuse de... encore aujourd'hui, malgré tout, moi, je vois pas la vie militante puis la vie démocratique des partis d'un œil négatif. Moi, je pense que ça demeure quelque chose de positif. Ouais. Moi, personnellement, parce que je peux pas parler pour Christine, mais pour moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où, après presque une dizaine d'années avec 2 jeunes enfants, j'étais passé au travers de plusieurs crises internes qui avaient pris des proportions très importantes dans les médias, puis qui avaient aussi des conséquences sur ma vie personnelle, puis même sur ma santé. Puis il arrive à un moment où j'ai senti que j'étais plus capable de continuer dans ce contexte-là. Peut-être qu'avec un parti moins tumultueux, j'aurais continué malgré 2 enfants. Peut-être qu'avec 2 ans, ou peut-être qu'avec un parti aussi tumultueux, mais pas d'enfants, j'aurais pu continuer, je sais pas. Mais je sais que les deux, ensemble ont fait en sorte que j'ai senti que j'étais plus la bonne personne. Puis franchement, je l'ai pas regretté, là. J'étais rendu ailleurs. Puis j'ai vraiment été magané par ces crises-là. J'ai fait mon bout. Tu as fait ton bout, absolument. Puis tu sais, moi, c'est ça, comme on disait plus tôt, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale, les coulisses. Ouais. Puis j'avais des amis dans tous les partis. Ouais. C'est toujours absolument le fun d'avoir des discussions entre les employés politiques, entre les élus de toutes les couleurs politiques. Et tu le sens quand même, ça, quand tu parles à l'aile parlementaire de Québec solidaire, qu'il y a comme 2 clans. Je sais pas si clan, c'est le bon mot, 2 familles, 2 groupes. L'aile parlementaire, justement, et l'aile plus militante. Est-ce que les objectifs, les intérêts de ces 2 groupes-là
sont conciliables pour le long terme pour que ce parti-là continue de progresser et puisse devenir, par exemple, un parti qui pourrait d'abord, gouverner? je dirais, la première chose, c'est qu'il n'y a pas... Moi, je dirais pas qu'il y a deux clans, pas deux clans. deux trucs. Il y en a plus que ça. OK, plus que ça. Québec solidaire, c'est une coalition avec, en son sein, plusieurs tendances, plusieurs sensibilités politiques. Branche Il y a des gens qui sont beaucoup là pour l'écologie, il y a des gens qui sont beaucoup là pour le féminisme, d'autres qui sont beaucoup là pour l'indépendance, d'autres qui sont là pour la justice sociale. Il y a d'autres beaucoup là pour les enjeux autochtones, pour les enjeux LGBT. C'est une coalition. Puis avec des gens aussi qui ont des stratégies différentes, des gens qui veulent qu'on soit plus confrontationnel, des gens qui veulent qu'on soit plus pragmatique. Tout ça existe à l'intérieur. Il y a une grande diversité, peut-être une plus grande diversité d'ailleurs que dans d'autres partis où l'agenda puis la stratégie est plus... centralisé, disons. C'est centralisé, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu achètes le plan ou tu débattes. Québec solidaire, c'est sûr que c'est pas ça la culture. Puis ça génère beaucoup, beaucoup de débats. Puis dans un contexte où les médias sont de plus en plus à l'affût de chacun des remous puis des débats à l'intérieur des partis politiques, bien, ces débats-là, ça va vite, qui sont dans l'espace public puis qui sont étalés devant tout le monde. Ça a tendance à mettre de l'huile sur le feu. Mettre de l'huile sur le feu. Les médias sociaux aussi ont tendance à attiser des fois des divisions qui, dans les faits, sont peut-être pas si grandes que ça, mais que, comme on le sait bien, sur Internet, ça apparaît comme des divisions encore plus profondes. Donc, oui, c'est une particularité de ce parti-là. Ça représente ses forces, il y a aussi des gros défis, des faiblesses. T'sais, moi, je quitte, donc c'est pas moi qui... Demande-moi pas de trouver la solution à ça ou la manière de sortir de tout ça. Mais oui, cette dynamique-là, quiconque suit la politique au Québec la voit. Faut faire avec. Puis il faut faire avec. OK. On va essayer ça. C'est la première fois que je fais ça, la question point sur la table. Encore. 1, 2, 3. Arun Boisy. C'est un nom qui a beaucoup fait jaser il y a quelques mois en politique. Là, il y a eu ses déclarations. Et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours. La construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Ça a beaucoup fait jaser, puis on a beaucoup parlé de la déclaration en soi. Mais à cause de toute cette tempête-là, on a un peu éclipsé le fond de la question. Puis c'est un peu là-dessus que je veux t'entendre. Est-ce que tu serais prêt, Gabriel, à dire que parfois, il y a effectivement, par intérêt politique, cette construction de cet autre, qui sont des gens issus d'immigration? Ben, tu sais, moi, je vais pas commenter à nouveau l'épisode en particulier. Je l'ai fait, puis j'ai pas envie de me relancer là-dedans. Mais une chose est sûre, là, en ce moment, dans toutes les démocraties, on le voit aux États-Unis, en version extrême, là, mais on le voit en France, on le voit en Angleterre. Je veux dire, dans beaucoup des démocraties qui nous ressemblent, on assiste au retour d'un discours politique très, très, très négatif sur l'immigration. Qui fait des liens rapides, des fois. Qui fait des liens rapides et l'immigration a tendance à devenir une béquille pour bien des gouvernements, bien des politiciens, bien des dirigeants. Et ça devient une béquille pour attribuer toutes sortes de problèmes à l'immigration, ce qui permet à bien des gens de se défiler de leurs responsabilités. Donc, ce climat-là, il existe, il est en augmentation. Il faudrait être franchement naïf pour penser que ça existe partout, mais que nous, ici, petits Gaulois d'Amérique que nous sommes, on serait entouré d'une muraille qui fait en sorte que ces discours-là n'existent pas ici. Ils existent aussi ici. Et oui, moi, ça m'inquiète parce que je pense que ça construit rien de positif. Je pense qu'il y a moyen de débattre des politiques d'immigration de manière posée, franche. Non, l'immigration, c'est pas un sujet tabou. Non, c'est pas. Personne dit. Mais ça, c'est bien de le dire, par contre. Non, mais personne. Mais moi, on l'a senti peut-être. Moi, j'ai jamais entendu personne dire que c'est interdit d'en parler. Mais je pense qu'il y a une manière. Je pense qu'il y a une manière où je pense qu'il y a certaines manières qui sont souhaitables. Tu sais, le Québec, on est quelques millions en Amérique du Nord. Il y a une fragilité intrinsèque au fait français en Amérique. Et donc, bien sûr que la question de l'immigration, elle se pose dans un contexte qui est particulier au Québec. Puis, moi, je connais très peu de personnes sensées qui nient ça. Puis qui nient qu'il faut se doter d'un modèle d'intégration qui corresponde à notre réalité très particulière. Mais il y a moyen d'avoir ces débats-là. Un des recrutements dont je suis le plus fier à Québec solidaire, c'est d'être allé chercher Guillaume Clich-Rivard, qui est un avocat d'immigration,
qui n'a pas de problème à reconnaître que, bien sûr, la capacité d'accueil du Québec... C'est une question de chiffres et de nombres. Elle n'est pas infinie, mais qu'entre dire ça et dire... On ferme les valves. Qu'on ferme les valves et que tous les... ou que une majorité ou que tant de mots du Québec sont dus à l'immigration. Ouais. Tu sais, il y a de l'exagération. Il ne faut jamais oublier que ces exagérations-là, c'est pas juste dommage pour le débat d'idées, là. Quand on se laisse aller à ces débats-là, il y a des gens en chair et en os qui font les frais de ces dérapages-là. Et donc, il faut avoir ces débats-là en se rappelant qu'il y a des individus derrière. C'est pas juste des chiffres. Tu as parlé de ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, tout ça. Je veux revenir là-dessus. Là, on sent dans les dernières années, tu l'as mentionné, au Québec, écoute, le Parti conservateur, on sent qu'ils sont aux portes de l'Assemblée nationale. On le vit avec Poilievre au fédéral, ça a passé proche. Trump en Europe, en Amérique latine. Pourquoi tu penses que la gauche perd du terrain au profit de la droite? D'abord, si j'avais la réponse non, mais c'est juste ton à opinion, cette question-là, non, mais tu sais, si j'avais la vérité en la matière, je serais peut-être pas un ex-porte-parole, première chose. Fait que j'ai pas la prétention, tu sais, de... Mais non, mais ton opinion, c'est intéressant de voir le mouvement de ce qui se passe ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a une question, tu sais, il y a la crise du coût de la vie en ce moment est une préoccupation qui est extrêmement vive chez beaucoup de gens. J'ai le sentiment que dans bien des endroits en ce moment, les partis qui ont le mieux canalisé cette angoisse financière-là d'une partie de la classe moyenne inférieure, puis même d'une partie des classes populaires, malheureusement, les partis qui ont le mieux canalisé ça jusqu'à maintenant, souvent, c'est les partis de droite. Donc, je pense qu'il y a là matière à réflexion, à savoir comment on articule une réponse, tu sais, comment on répond à cette question. Par exemple, au fédéral, on dira ce qu'on veut, Pierre Poilievre est quand même passé assez proche de prendre le pouvoir. Ouais. Et le pain et le beurre de sa campagne, c'était ça. C'était la question du coût de la vie. L'accès au logement, l'accès à la propriété. Puis c'est des enjeux qui me rejoignent aussi beaucoup. Peut-être que ça teinte ma réponse, mais je pense qu'il y a matière à réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Il te reste un an. Mettons, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année qui te reste? Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour après? Ben moi, tu sais, dans la prochaine année, j'ai envie vraiment de faire œuvre utile sur la question de l'éducation. J'ai envie vraiment d'avoir une contribution sincère. J'ai envie de me sentir utile à défendre l'éducation publique. Fait que ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter pour la prochaine année. Pour la suite, honnêtement, tu sais, je sais pas ce que je vais faire après la politique. Non, aucune idée. Aucune idée. Souvent, les gens, ils me croient pas. Ils pensent à ce petit maudit-là. Non, moi, je te crois. Il doit avoir toutes les idées. Mais tu dois avoir des idées qui bouillonnent, mais je comprends que tu n'as pas de... J'ai pas de plan encore, mais encore une fois, tu sais, moi, mes valeurs, ils m'ont jamais quitté. Je veux continuer à être utile. Je sais pas encore comment. Fait que j'espère que je vais trouver dans ma nouvelle vie une manière de continuer à être utile. C'est un retrait de la vie politique, mais c'est pas un retrait de l'engagement, avec un E majuscule. Je suis né là-dedans, je pense que je vais mourir là-dedans. Je veux juste trouver une nouvelle manière de le faire. Je pense que c'est ça qu'on pourrait me souhaiter. Ouais, sur une touche plus personnelle, moi j'ai appris à te connaître, comme on disait, là, au Hockey Cosum. Tu es une personne que je trouve franchement sympathique, agréable à côtoyer, pour un jeune comme moi qui essaye de... C'est un peu ça que je fais, là, qui essaye de faire parler de politique, particulièrement chez les plus jeunes. Tu as été un modèle pour toute une génération. Tu as beaucoup donné. Puis je te lève mon chapeau. Vraiment, là, je te lève mon chapeau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois qu'on te voit en politique. Mais 35 ans. La vie est longue. La vie est longue. La vie est longue. Disons que là, c'est un cycle qui se termine. Voilà. On verra ce qui se passe pour la suite. Merci vraiment beaucoup. Très apprécié. Merci beaucoup. Merci vraiment. Très le fun. Très le fun.